Je vais débuter mon intervention par deux commentaires sur la conjoncture générale. Et le premier point concerne la dette. Donc elle passe, vous l'avez indiqué dans votre rapport d'orientation budgétaire, de 100 à 122% du PIB. Pour rappel, elle n'était que de 20% en 1980. Mais surtout, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette dette est détenue à 52% par des investisseurs étrangers, la moitié sont européens, l'autre moitié extra-européens, que 23% de cette même dette est détenue par la Banque de France, mais pour le compte de la Banque Centrale Européenne, et que donc au final, seul un quart de cette dette est détenue par des investisseurs français. On peut donc en conclure que cet endettement est assez mal maîtrisé, tant d'un point de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif. Il installe la France dans une relation de dépendance accrue, et cette situation peut aboutir in fine non seulement à un affaiblissement de la puissance publique, mais aussi à celui des principes démocratiques et de souveraineté populaire. Je crois qu'il était bon de le rappeler. Le deuxième sujet que j'aimerais aborder sur la conjoncture générale, c'est le sujet du plan de relance français. Vous avez dit qu'il fallait effectivement porter notre réflexion sur ce sujet. Je vous rejoins totalement car le contexte est totalement inédit et très douloureux pour nombre de nos compatriotes. Je vais donc apporter quelques éléments sur ce plan de relance car je crois qu'il faut que chacun comprenne parfaitement comment ce plan fonctionne. Vous l'avez dit, ce plan a une capacité de 100 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent d'un tiers du budget de l'État. C'est le deuxième plan de relance au niveau européen et il est 4 fois plus lourd que le plan de relance qui avait été mis en place à la suite de la crise financière de 2008. Donc c'est un plan massif. Sur ces 100 milliards d'euros, il y a 60 milliards qui sont financés par des emprunts. Donc nous venons d'évoquer les problématiques autour de la question de l'endettement. Je ne vais pas y revenir. Les 40 autres milliards, eux, posent question parce qu'ils proviennent du plan de relance européen. Le plan de relance européen, c'est 750 milliards d'euros. C'est la première fois que l'Union européenne emprunte en son nom propre. Sur ces 750 milliards d'euros, je pense qu'il est important de prendre véritablement le temps d'expliquer ce mécanisme parce que vous verrez que finalement, cela pose un énorme problème. Donc sur ces 750 milliards du plan de relance européen, 360 milliards sont des prêts consentis aux États. C'est-à-dire que les États rembourseront l'Union européenne qui elle-même remboursera ses créanciers. Et à cela, à ces 360 milliards, s'ajoutent 390 milliards de subventions. C'est de ces 390 milliards de subventions que proviennent les 40 milliards du plan de relance en France. Alors pour financer ces 390 milliards de subventions, la Commission européenne compte sur 6 ressources propres. Il s'agit de nouvelles taxes qui, pour l'instant, ne devraient pas concerner les contribuables, puisqu'il s'agit d'une taxe plastique qui est réglée par les États, d'une taxe sur les géants du numérique, de recettes issues du marché carbone européen, de recettes provenant d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, d'une taxe sur les transactions financières et enfin d'une harmonisation des règles fiscales pour les multinationales. Or, de ces 6 pistes, une seule aujourd'hui est en vigueur, c'est la taxe plastique qui est réglée par les États, les autres n'existent pas. En d'autres termes, ces 390 milliards de subventions ne sont actuellement pas financés par des ressources propres. En vérité, ces 390 milliards d'euros sont financés et seront financés par les contributions de chaque État membre. Vous le savez tous, le budget européen est alimenté par la contribution de tous les États membres, des 27 États membres. Et suite au Brexit, la France, par exemple, contribue à hauteur de 20% de ce budget européen. C'est donc à ce même niveau que la France va contribuer à rembourser les 390 milliards d'euros. Si vous faites le calcul assez rapidement, vous en arrivez à la conclusion que nous arrivons sur un montant de 70 milliards, c'est-à-dire qu'on va toucher 40 milliards de l'Union européenne pour alimenter notre propre fonds de plan de relance au niveau français, mais nous allons en rembourser 70 milliards. C'est donc une supercherie. Alors non seulement ce plan de relance va nous coûter effectivement un pognon de dingue, pour reprendre une expression présidentielle,
Mais en plus, il va servir certains objectifs idéologiques, car pour pouvoir en bénéficier, les États devront se plier aux orientations et aux réformes exigées par l'Union européenne, comme par exemple celle de la réforme des retraites. Alors si j'ai souhaité attirer votre attention sur ces deux sujets, la dette et les subventions, c'est pour que chacun comprenne bien et ait bien conscience des risques qui accompagnent l'attribution d'argent facile. Il s'agit bien souvent de cadeaux empoisonnés et les contreparties sont parfois très douloureuses. Toute ressemblance avec certaines collectivités serait purement fortuite, bien entendu. J'en viens maintenant à la partie qui nous intéresse plus particulièrement, les orientations budgétaires de notre commune. Alors vous débutez cette présentation en faisant référence à un audit, le fameux audit sur lequel vous basez votre diagnostic et vos orientations. Sauf que cet audit est à ce jour totalement inexistant. Alors nous vous proposons donc deux options de modification de votre rapport d'orientation budgétaire. Soit vous accolez au mot audit le mot affabulatoire, soit vous supprimez purement et simplement ce considérant car il est nul et non avenu. J'ajoute que toutes les appréciations financières sur notre mandat que vous avez exprimées depuis votre arrivée sont également nulles et non avenues. J'ai ici l'audit, un des deux audits que nous avons effectués pendant notre mandat. Nous avions présenté les deux en commission, puis en conseil municipal, en faisant intervenir l'auditeur indépendant. L'opposition avait eu accès à l'ensemble de ces informations pour que le débat contradictoire puisse se tenir dans des conditions démocratiques. Malheureusement, nous constatons que la démocratie n'est visiblement pas votre préoccupation principale et je tiens d'ailleurs à souligner qu'aucune commission, une nouvelle fois, ne s'est réunie en amont de ce Conseil. Alors, puisque vous avez abondamment abusé d'arguments non fondés à propos de la situation financière de notre commune et en vous basant sur un audit que personne n'a vu, je tiens à rétablir quelques vérités en citant quelques passages de l'audit, bien réel celui-là, que nous avions réalisé. Page 15 de notre audit, concernant la section de fonctionnement, je cite l'auditeur, il en résulte une très bonne maîtrise financière de ses dépenses. Page 19, concernant l'endettement, je cite toujours, Mantes-la-Ville jouit désormais d'un ratio très inférieur à sa strate. Page 34, la capacité d'autofinancement s'améliore fortement depuis 2014. Page 36, on notera que la commune ne dépasse aucun seuil d'alerte en 2016, pour la première fois depuis au moins 2007. Page 42, la trésorerie de 4 millions en 2013 passe ainsi à 5,9 millions en 2016. Page 51, la commune peut donc envisager la construction de l'école. Dans les conclusions, page 60, l'élément le plus marquant est l'explosion de la capacité d'autofinancement. Ceci permet à la commune de maintenir un niveau d'investissement correct et sans recours à l'emprunt, ce qui contredit ce que vous affirmez de manière péremptoire dans votre préambule. Vous achevez enfin votre préambule en indiquant vouloir contenir la pression fiscale. Nous espérons que vous voterez donc contre les augmentations d'impôts qui se profilent du côté de la communauté urbaine, monsieur le maire. Dans votre rapport, vous listez ensuite vos orientations. Celles-ci amènent un certain nombre de questions sur la partie qui concerne l'administration générale. Vous parlez donc d'une réorganisation des services, vous l'avez explicité auparavant, mais à part le transfert d'agents du CCAS et a priori l'intégration du secrétariat général au pôle ressources, il n'y a en vérité rien de nouveau dans cette réorganisation des services. Et puisque vous avez refusé que nous soyons présents en comité technique, nous vous demandons ce soir de bien vouloir nous communiquer un organigramme à jour et complet afin que nous nous fassions une idée précise de cette réorganisation et de l'évolution de l'architecture des services. Concernant la politique de la ville, nous avons vu tout au long de ce Conseil l'importance que vous souhaitiez donner à cette option politique. Alors j'aimerais partager, nous avions déjà eu l'occasion très brièvement lors d'un précédent Conseil d'évoquer le sujet avec vous, Monsieur Benakoun. J'aimerais partager avec vous de la même manière quelques courts passages du rapport de la Cour des comptes qui a analysé ce thème de la politique de la ville sur la période de 2008 à 2018 et qui donne un autre son de cloche sur ce thème. Un son sans doute beaucoup plus proche de la réalité, nous allons le voir. Donc page 15 de ce rapport de la Cour des comptes,
En 10 ans, l'attractivité résidentielle des quartiers prioritaires appréhendée de façon globale n'a pas réellement progressé. Les flux annuels entrants des quartiers prioritaires de la ville présentent des profils socio-économiques et familiaux plus précaires que ceux qui quittent les quartiers. Certains quartiers prioritaires de la ville connaissent de surcroît des formes de repli, voire de retrait communautaire. Page 17 du rapport, la rénovation urbaine modifie peu leur image lorsque l'insécurité et l'économie souterraine perdurent. Page 18, plus problématique, dans certains quartiers se développe une offre périscolaire associative, voire des écoles hors contrat, d'inspiration religieuse ou communautaire, que les services de l'État eux-mêmes et les collectivités identifient comme peu en phase avec les principes du service public. Dans la synthèse, en matière scolaire, les dispositifs spécifiques déployés dans le cadre de l'éducation prioritaire ou des contrats de ville s'efforcent, sans y parvenir, de maintenir le niveau scolaire général. Autre citation du rapport, dans la synthèse, c'est la pertinence des moyens affectés à un objectif inatteignable qui posera question. En résumé, les centaines de milliards déversés dans la politique de la ville auront été un véritable tonneau des Danaïdes. Ils auront même contribué à amplifier certains phénomènes qui explosent aujourd'hui, les vraies causes de ces problèmes étant systématiquement et largement occultées pour être finalement non traitées. Par ailleurs, sur le principe même de la politique de la ville, la discrimination positive est largement contestable, car là où il y a discrimination positive pour les uns, il y a discrimination négative pour les autres. Et cette différence de traitement ne fait qu'affaiblir notre communauté nationale et donc affaiblira également notre commune. Voilà pour vos orientations en matière de politique de la ville. Sur les finances, je vais être très bref sur ce point-là parce que nous développerons lors du vote du budget un certain nombre de points de manière plus précise, parce que c'est vrai que votre rapport est finalement beaucoup plus succinct que ce que nous avions, nous, l'habitude de faire, et dans la quantité d'informations adressées à l'opposition. Donc je terminerai simplement en relevant que dès votre premier budget, la masse salariale explose. Là aussi, ce n'est absolument pas une surprise, il faut bien rétribuer vos soutiens, pas moins de 84 postes budgétaires créés, plus d'1 million d'euros d'augmentation de la masse salariale qui passe de 13,8 à 15 millions d'euros. En à peine un an, vous battez de ce point de vue tous les records. Vous parliez de records tout à l'heure, en voilà un étrange. C'est assez inquiétant et nous alertons donc les membres d'Illois sur cette dérive qui n'augure pas d'une bonne gestion. Sur le scolaire, à ce stade, nulle trace de nouvelle école, nous le regrettons. Ce retard sera préjudiciable pour les familles. Je vous remercie.